Je vous préviens, il y a beaucoup de livres concernant la guerre, ainsi que les thrillers. Bon, franchement, il est neuf, il n'a jamais été ouvert, le dos n'est pas cassé, il est en super bon état. J'avais même pas vu que c'était Tatiana Doroné, franchement, la couverture m'a interpellée. On retrace dans son deuxième roman le destin d'une poignée d'adultes et d'enfants emportés dans la tourmente de la guerre et nous rappelle que lorsqu'on joue, on peut perdre. Cet ouvrage recense plus de 80 duos père-fille méconnus ou qui ont marqué l'histoire. Et j'étais heureuse d'avoir trouvé des suites. Rappelez-vous, j'ai Ossa Lachon. On se plaint du soleil, maintenant il n'y a plus de soleil. Ben, on est obligé de filmer avec la lumière artificielle. Voilà. Mais au moins, il fait pas chaud, n'est-ce pas? Attendez, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Aujourd'hui, ça va être... Bonjour à toutes et à tous. Je suis à fond dans mon truc. Aujourd'hui, ça va être une vidéo book haul. C'est pas Freebooks, mais il y aura des choses gratuites aussi. Donc tout ça, on a eu pour 20 €. Tout ça, c'était gratuit. Donc, énormément de bouquins à vous présenter. On y va. J'ai reproché un peu la caméra parce que je vois rien. Je pense que je vais enlever ça parce que je commence à avoir chaud. Alors... Bon, un petit peu angoissée aujourd'hui, j'ai comme une sorte de boule là devant. J'ai un petit stress, une anxiété avec laquelle je me suis réveillée qui m'empêche un peu de respirer. J'espère que ça va aller. Bon, aujourd'hui, on va peut-être commencer plutôt avec des livres qui sont gratuits et ensuite je vais passer à book. Ça fait rien, je vais appeler tout ça book haul tout simplement. Il y a plus d'achats que de trouvailles. Franchement, je suis heureuse d'avoir trouvé des livres gratuitement en si bon état. Ils sont neufs en fait. Donc, il me donne envie de lire. C'est celui-ci, Claude Gutmann, La fuite sans fin de Joseph Meyer. Ce sont des livres qui ont été mis sur le côté, sur le trottoir par Delicache que j'ai récupéré. Donc, en format Rocher aux éditions Gallimard, même pas France Loisirs. Franchement, il est neuf, il a jamais été ouvert, le dos n'est pas cassé, il est en super bon état. Nous sommes ici à 141 pages. Je vous lis la 4e comme d'habitude. Je vous préviens, il y a beaucoup de livres concernant la guerre, ainsi que les thrillers. Bon, cogne toujours, tu vas te fatiguer. Je n'attends que la fin. Quand tu m'attraperas par la tignasse pour me balancer par terre et hurler vain en enfer. L'enfer promis par son père Joseph Meyer y va tout droit. Parce que l'enfer existe. Derrière les hauts murs des colonies pénitentiaires où les mineurs sont redressés comme des chiens dangereux. Mais nous sommes en 1933 et l'enfer bientôt va déborder de ses forteresses pour déferler sur l'Europe 6 années durant. Joseph Meyer est juif, né en Pologne, et survivre à l'enfer, il a appris bien obligé. Voilà, donc avec une précision d'enquêteur, Claude Gutmann explore la barbarie oubliée de la justice des mineurs des années 30, la guerre et l'antisémitisme dont il est un mémorialiste indispensable. Il ajoute cette nouvelle épopée à sa trilogie La loi du retour. J'espère que ça fait pas suite de La loi du retour, parce que là, que je suis pas obligée de lire la trilogie. Je sais pas, j'ai pas très bien compris là. Ensuite, on a trouvé un autre livre qui est neuf également. Tatiana Doroné. Vous savez bien que j'aime beaucoup comment elle écrit, mais ces sujets ne me plaisent pas toujours. Par exemple, les violences faites aux femmes ou les femmes alcooliques, c'est pas trop mon truc, mais bon, en espérant que celui-ci ne fera pas partie de ces sujets. Donc, Les fleurs de l'ombre. Aux éditions Robert Laffont et Louise d'Ormesson. Neuf, pareil. Génial. Format brochet, 328 pages. Je vous lis la 4e. J'avais même pas vu que c'était Tatiana Doroné, franchement la couverture m'a interpellée. Bienvenue chez Casa, chère Clarissa. Une résidence pour artistes flambant neuve, un appartement ultra moderne au 8e étage avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité, rêve ou cauchemar. Depuis qu'elle a aménagé, Clarissa Katseff éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée, doute s'immisce. Qui se cache derrière Casa? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou c'est-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile? Fidèle à ses thèmes de prédilection, l'empreinte des lieux, le poids des secrets, Tatiana Doroné tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité. Je sens que ça va être un truc psychologique. Alors, franco-anglaise, Tatiana Doroné est l'auteure de 12 romans, dont elle s'appelait Sarah, édition Héloïse d'Ormesson 2007. Je crois que je l'ai, ce livre, je faisais la chasse à ce bouquin. Vendu à 11 millions d'exemplaires à travers le monde. Ces livres sont traduits dans une quarantaine de pays et plusieurs ont été adaptés au cinéma. Bilingue, elle a écrit Les fleurs de l'ombre simultanément en français et en anglais. Je crois que je ne l'ai pas lu celui-là. Ensuite, on a un autre livre neuf de Marc Trévidic, Le magasin jaune, aux éditions J.C. Lattès. Non mais, hallucinant, neuf aussi, dans la poubelle. Il a même jamais été ouvert, regardez. Ici, nous avons 315 pages.
Donc Pigalle, 1929, une boutique de jouets, fraîchement repeinte couleur mimosa, devient le point de ralliement du quartier. On l'appelle le magasin jaune. Pendant que ses propriétaires Gustave et Valentine rivalisent d'inventivité pour donner au lieu de l'éclat leur fille surnommée 15, véritable tête brûlée, et la mascotte des jeunes. Mais au dehors, le monde s'obscurcit. Avec la guerre et l'occupation arrive l'heure des choix. Le magasin jaune, dépositaire de l'innocence et des rêves de l'enfance, serait-il un rempart contre la folie meurtrière des hommes? Voilà, donc après le succès d'Alam, La Thèse, 2016, Marc Trévidic retrace dans son... Je me demande si c'est pas Trévidic en fait. Retrace dans son deuxième roman le destin d'une poignée d'adultes et d'enfants emportés dans la tourmente de la guerre et nous rappelle que lorsqu'on joue, on peut perdre. Je vous ai dit, hein, ça va être sur la guerre. Et puis celui-ci, assez intéressant, pareil, et un enfin, il est pas neuf, mais il est en super bon état. Juste un peu jauni. C'est un livre avec des photos. C'est un livre plutôt biographique, j'avais envie de vous dire. Voilà. Aux éditions Gélou. Lorraine Kaltenbach, Fille à papa. Jackie Kennedy, Simone de Beauvoir, Camille Claudel, Hannah Arendt, Jane Birkin, plus de 80 duos père-fille. Très intéressant. Nous sommes ici pas loin de 400 pages, un très gros sommaire. Donc, de la fille bigote de Molière à celle de Raspoutine, dompteuse de lion dans un cirque, des pères et filles idolâtres que sont Talleyrand, ou celui de Lady Gaga, aux pères minables comme Trotsky, Orson Welles et Albert Einstein, en passant par les géniteurs de Jane Birkin, Camille Claudel, Jackie Kennedy, Leni Riefenstahl, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir ou Madame Claude. Cet ouvrage recense plus de 80 duos père-fille méconnus ou qui ont marqué l'histoire. Amour, admiration, possessivité, fidélité, violence, abandon, adoption, absence, faiblesse, inceste, trahison, parricide. L'extrême diversité de la relation père-fille, l'obscurité qui l'enveloppe jette sur ce lien invisible bien des complications et des mystères. On a un avis ici de l'Express, un émouvant kaléidoscope de l'intime et de la filiation. Un petit peu de Lorraine Kaltenbach, qui a toujours vécu de sa plume, notamment à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou auprès de plusieurs ministres. Honnêtement, ça donne envie de découvrir ce livre et cette autrice. Ensuite, on va passer à tout ce que mon chéri m'avait offert. Donc, il a acheté tout ça pour 20 €. Et j'étais heureuse d'avoir trouvé des suites. Rappelez-vous, j'ai Åsa Larsson, ou Åsa Larsson. Oh là là, la lumière en fait, elle éclate, elle illumine, mais à la fois elle éclate et du coup, les livres qui ont des couvertures brillantes, ça se voit pas beaucoup. Je suis désolée, soit il fallait que je filme dans le noir, soit c'est cette lampe-là. Donc ici, les nouveaux prophètes, une héroïne et une auteure à suivre. En fait, ça fait partie des livres qu'elle avait écrits et que j'ai... elle est originaire de Kiruna en plus, j'y étais moi. Tant que dure ta colère, je crois que j'ai... Ah non, c'est pas ça. En fait, il y a la suite. Ça fait suite des autres de ces romans. Je sais plus comment il s'appelle, mince, et c'est mentionné nulle part en plus. Zut, je vais essayer de vous dire. Ici, nous sommes à 434 pages. Et ça doit faire suite au début des livres qui s'appellent Les crimes de nos pères et puis Tant que dure ta colère. Voilà. Donc, je suis contente que j'ai trouvé le livre qui fait partie de ces deux-là. Dans la petite ville minière, Kiruna, en Laponie, Victor Stangård, celui que l'on surnomme le pèlerin du paradis, pour avoir miraculeusement survécu à un grave accident, est retrouvé mort dans le temple où il officiait. Il a pu assassiner aussi sauvagement et avec un tel acharnement cet éminent membre de l'église de la force originelle. Félicité par son amie d'enfance, Sanna, la sœur de la victime, Rebecca Martinsson, avocate fiscaliste à Stockholm, va mener l'enquête. Menacée par les disciples de la communauté, la jeune femme se met rapidement en danger. Avec cette première enquête de Rebecca Martinsson, la star du polar scandinave fait preuve d'une remarquable maîtrise du genre et d'un grand sens d'intrigue policière. Prix du premier roman policier suédois. Et donc c'est la première enquête de Rebecca Martinsson et j'ai vu justement tout à l'heure, je viens de voir là que c'est elle-même qui mène l'enquête dans les deux suivants que je vous ai présentés. Donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, il me manquait un livre en fait, il y avait 3 plus 1, c'est-à-dire que vous prenez 3 et 4e est gratuit. Mais bon, là j'en ai eu pour 20 €, il y en a 12 livres. Il y en avait 11 et j'ai dû en prendre un 12e pour avoir justement cette offre de 4e est gratuit.
Mais il y a des livres qui coûtent par exemple 4 € et des poussières, et il y en a d'autres qui coûtent 99 centimes et d'autres qui coûtent 2,99 € ou 1,99 €. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à 12 € mais à 20 €. C'est tout à fait normal, tous ne sont pas à 99 centimes comme vous avez peut-être l'habitude de l'avoir lorsque je reviens de chez Delicash. Et donc c'est celui-ci qui faisait un poids pour justement avoir cette offre, parce que c'était un livre sur lequel j'hésitais beaucoup. En fait, les sujets ne m'interpellent pas plus que ça, mais j'ai trop envie de découvrir Scott Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald. J'ai quelques de ses livres et ça me donne trop envie de le découvrir davantage. Et il paraît que c'est l'un des premiers livres qui l'a fait plus connaître, d'après ce que j'ai compris. Donc, un diamant gros comme le Ritz. Bibliothèque Pavillon, Robert Laffont, c'est un tout petit format comme ça, poche. C'est un gros pavé quand même. Bah écoutez, pas cher, hein, écoutez 99 centimes, on est un peu plus de 800 pages ici. Bon, il y a des annotations au crayon, papier, bon, je vais les effacer. Alors vous m'excuserez, je me pose comme ça pour me soulager un peu mon estomac. Francis Scott Fitzgerald est un des novellistes majeurs du XXe siècle. Un diamant gros comme le Ritz est unanimement considéré comme son plus grand recueil, voilà. Bienvenue dans l'Amérique des années folles. Fasciné par le faste, le clinquant, les exilés millionnaires de l'après-guerre ou les luxueux rivages européens. Les 27 nouvelles écrites entre 1920 et 1940 qui composent ce livre nous offrent le plus émouvant témoignage sur la vie des écrivains américains. Leur solitude et leurs deux démons, les femmes et l'alcool, et en filigrane, un magnifique portrait de Fitzgerald dont toute la vie, les souvenirs, les passions et les malheurs ont servi à nourrir l'œuvre, envoûtant, reflet d'un âge d'or dont chacun conserve le plus souvent un secret, la nostalgie, ces récits, en forme d'éternel adieu, à la jeunesse ont le pouvoir immuable de faire naître l'émotion. Traduit de l'anglais par Marie-Pierre Castelnau et Bernard Willerval. Voilà, donc ça va être plutôt des nouvelles, mais il me semble que j'ai vu ici les femmes, l'alcool, machin truc, donc c'est ça qui m'a pas trop attiré. Et puis j'aime pas trop quand des livres ils sont si gros, on n'arrive pas à les ouvrir et puis ils se cassent assez rapidement. Mais malgré tout, il reste en très bon état, malgré ses annotations au crayon. Donc écoutez, pourquoi pas le découvrir davantage, peut-être que ça va me plaire au final ce bouquin, on sait jamais. Puis là, je suis tombée aussi, j'ai pensé que c'était une suite, mais malheureusement, ça n'est pas une. Mais ça fait partie toujours de livres Caterina Mazzetti que j'avais déjà acquis. Sur Vinted, j'en avais acheté 3, le mec de tombe d'à côté, je crois, un truc comme ça, et puis il y en avait d'autres. Et là, c'est Les larmes de Tarzan. Mais par contre, celui-ci, il fait partie de la jeunesse, et je ne savais pas. Je pensais que ça faisait suite des 3 que j'avais déjà achetés. Mais finalement, les 3 que j'avais déjà achetés sur Vinted, bah, ils sont indépendants. Donc je peux lire ces romans indépendamment de la suite, de l'ordre. Enfin, je peux les lire comme j'en ai envie. Alors, roman traduit du suédois par Lena Grunbach et Catherine Marcus. J'aime beaucoup cette traductrice Lena Grunbach. Elle traduit la plupart, ou en tout cas elle traduisait, je ne sais pas si elle continue de traduire, la plupart de des auteurs suédois et suédoises. Et j'aime beaucoup lire ces traductions. Le livre a beaucoup souffert, il est en très mauvais état. Mais bon, je l'ai pris en pensant que c'était une suite. Si je pensais que ça ne l'était pas, si je savais que ça ne l'était pas, je ne l'aurais peut-être pas pris. Mais enfin bon, je vais le lire quand même. Et malheureusement, Caterina Mazzetti nous a quittés le 30 mai, je crois, de cette année, 2025. Alors ici, nous sommes aux éditions donc Babel, à pas loin de 300 pages, donc plus précisément à 276. Alors, Les larmes de Tarzan. Elle, c'est Mariana. Mais leur rencontre fut assez fracassante pour qu'il la surnomme Tarzan. Il s'appelle Jeanne, pour de vrai. Mère célibataire, elle élève seule 2 enfants, caresse le souvenir de leur fantasque père, évaporé dans la nature, et tente de nourrir sa petite famille malgré des fins 2 mois asphyxiantes. Lui, il roule en Lamborghini, papillonne sans s'engager avec 2 jeunes femmes forcément cadres, élégantes et dynamiques, et déteste que des marmots salissent les sièges en cuir de sa voiture de sport. Ces 2-là peuvent-ils s'aimer ? Et si, malgré l'abîme qui les sépare, ils s'attachent l'un à l'autre, sauront-ils vivre une relation décomplexée qui fera fi des conversations et des barrières sociales? Après l'immense succès du mec de la tombe d'à côté, voilà, c'est celui-ci, Caterina Mazzetti met en scène un nouveau couple loufoque et improbable pour mieux brocarder les injustices sociales et rire de l'éternelle guerre des sexes dans un roman enlevé, drôle et caustique. Ça me fait pas vraiment penser à la jeunesse, mais j'ai vu sur Wikipédia concernant
concernant ses œuvres qu'elle avait écrites, eh ben, c'était marqué que c'était de la jeunesse, ben, peut-être pas au final. Donc, née en 1944, Caterina Mazzetti est journaliste, auteure de livres pour la jeunesse et de romans pour adultes. Elle a rencontré un succès phénoménal avec Le mec de la tombe d'à côté, Babel numéro 951, traduit en de nombreuses langues. Son œuvre est publiée en France par les éditions Gaïa, et donc c'est une Suédoise. Ensuite, j'ai trouvé un autre livre, j'espère que je ne l'ai pas en double, parce que ça me parle un peu. Ça me parle même beaucoup en fait, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand je l'ai cherché sur Bookshelf que j'ai, je ne l'ai absolument pas trouvé. Donc Leah Fleming, L'enfant du Titanic. Mais si je l'ai en double, je vais être dégoûtée. J'ai lu la 4e, ça m'a pas plus parlé non plus. Donc c'est un livre aux éditions France Loisirs, un super bon état comme neuf. À peine plus de 600 pages, donc 616. Un petit peu de Leah Fleming, elle est anglaise, mariée et mère de 4 enfants. Elle partage sa vie entre l'Angleterre et la Grèce. L'enfant du Titanic et son 7e roman, le premier publié en France. Alors, pendant le naufrage du Titanic, 2 femmes se lient d'une profonde amitié, au-delà des drames et des secrets. 10 avril 1912, le majestueux paquebot Titanic quitte le port de Southampton, destination New York. À son bord, May Smith, passagère de 3e classe, son mari et leur bébé. Comme beaucoup d'autres, le couple part tenter sa chance en Amérique. Parmi les voyageurs de première classe, Céleste Parkes rentre chez elle à Ohio, le cœur serré. La jeune femme n'a osé avouer à personne la vérité sur l'homme qu'elle a épousé. Mais le naufrage du Titanic va tout changer. Rescapés, May et Céleste vont se retrouver liés à jamais. Après avoir survécu à l'horreur, comment Céleste réussira-t-elle à prendre son destin en main? Quant à May, la décision qu'elle a prise en secret cette nuit-là bouleversera sa vie et celle des générations à venir. Traduit de l'anglais par Françoise Rose. J'ai une petite idée, je pense que j'ai déjà dénoué l'énigme de ce livre. C'est terrible, quand on lit, plus on lit, plus on découvre des choses, plus on sait déjà comment ça va se passer. Et c'est dingue, parfois, rien qu'un seul petit résumé peut vous faire déjà tout un livre dans la tête, et au final, quand vous lisez, il n'y a pas de suspense. Donc je me dis des fois, est-ce que c'est bien de lire les résumés ou pas? Il nous en reste ici seulement 4 livres, donc ça va vite. Arto Paasilina, La douce empoisonneuse, aux éditions Folio, un petit format poche en super bon état. Bon, enfin, en gros, le plus mauvais état, c'était Caterina Mazzetti. Hein. Donc ici, on n'est pas loin de 300 pages, vraiment pas du tout à côté de 300 pages. On est plus à 253 pages. Je l'ai pris, je vous avoue, parce que j'ai pensé que c'était... Oui, c'est ça, c'est finnois. Donc c'est une autrice, c'est une autrice ou c'est un auteur, enfin c'est un auteur finnois. Donc traduit du finnois par Anne Collin du Terrail. Et j'avais envie de découvrir parce que il me semble que je n'ai pas du tout d'auteur finnois dans ma bibliothèque, ou peut-être un ou deux. Une maisonnette rouge flanquée d'un petit sonnet en bois gris, non loin d'Helsinki. Linnea, la douce veuve du colonel Ravaska, mène une existence paisible à soigner ses violettes et son chat. Pourtant, chaque mois, le jour où elle touche sa pension, un trio maudit, conduit par son neveu, s'invite sous son toit pour la détrousser. Lorsque ses visiteurs ne se contentent plus de sa maigre retraite et exigent un testament à leur avantage, ça n'est trop. Elle est résolue à en finir. Comprenez? À se suicider. Mais surprise, concocter un poison mortel se révèle une activité beaucoup plus passionnante que tricoter. Et les noirs desseins de Linnea, par une suite précipitée d'événements cocasses, se retournent en sa faveur, tandis que ses ennemis, génie du comique de situation Paasilina, récidive avec une vieille dame tranquille, candidate au suicide. Arsenic et vieille dentelle trempées dans l'aquavit, les rocambolesques aventures de la colonelle sont l'occasion de revisiter l'univers à la fois brut, drôle et loufoque du grand écrivain finlandais. J'avais envie de... J'ai dit finnois, finlandais, oui, au départ. Et donc c'est un homme, Arto. Oui, c'est un homme. J'avais trop envie de découvrir, franchement, je me dis, ça a l'air drôle, mais à la fois humour noir, on dirait. Ensuite, il y a... Ah non, mais il y a plus que ça, il y a plus que 4 livres encore. Il y a une suite encore que j'ai pris, enfin c'est pas une suite, mais j'ai le livre de cet auteur, Jonas Jonasson. Il y a beaucoup de Scandinaves dans ce book-haul. Faites une petite pause parce qu'il y en a plus que 4. Il y en a encore 3, 4, 5, 6. 6 livres avec celui-ci, ça fait 7, donc la vidéo il va être un petit peu longue.
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est ce livre-là que j'ai vu défiler il y a 10 ans, je pense, très souvent. Et à chaque fois, il me sautait dans les yeux, mais j'ai jamais pris. Je sais pas, j'ai jamais pris le temps de découvrir cet auteur. Il y a 10 ans, je vous dis, mais quand est-ce qu'il est sorti? C'est ça, en 2009, donc forcément, j'ai dû le voir il y a très longtemps. Donc c'est aux éditions Pocket, au format poche, 106 pages. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la presse locale? Alain Carson, chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance, à un membre de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée Sonia. Donc ici on a deux avis, donc un de Libération, un festival d'invention, un vrai feu d'artifice, et puis deuxième de fluide glacial, polar, road movie, mais surtout un chef-d'œuvre, d'humour noir, plus décalé et déjanté que tout ce qu'on a lu avant. On ne le lâche pas une fois ouvert. Vous voyez, encore les Scandinaves, le suédois, le finlandais, et puis on revient vers le français. Miséré. Le Royaume du Nord. Donc c'est un roman de Bernard Clavel, c'est une vieille édition au format poche édition J'ai lu. J'ai quelques de ces bouquins. Et je pense que ça doit faire suite. Je vais vous lire déjà la quatrième et je vais vous dire lesquels j'ai. Et ça serait bien d'avoir des suites parce qu'à chaque fois que j'ai que les débuts ou la fin, voilà, ça serait bien d'avoir le milieu aussi. Nous sommes ici à 315 pages. Regardez-moi comment c'est rempli. Même les bords de page sont minimes. Alors Bernard Clavel, né dans le Jura en 1923, il a exercé de nombreux métiers avant de se consacrer tout entier à son œuvre. Sa dernière fresque, Le Royaume du Nord, commence avec Haricana, se poursuit avec L'Or de la Terre, Miséré, et Moi j'ai Amarok, et L'Angélus du Soir. Tous les autres, je les sais pas. En gros, j'ai quasiment les deux derniers. C'est la crise. Écoutant les conseils des politiciens et des prêtres, des familles entières fuient la misère des villes pour aller coloniser ce fabuleux royaume du Nord où la terre leur est promise. Cyril Labrèche, Martin Garneau, Colliard, l'Ukrainien et aussi Billon, l'ancien maçon, tous ont des bras solides et l'espoir au cœur. Leurs femmes, inquiètes mais courageuses, ils ont suivi pour bâtir un monde meilleur où les enfants n'auront plus faim. Ils ne savent pas que cette terre qui croyaient offerte, il leur faudra la conquérir. Ils devront se battre contre la forêt, la neige, la glace et surtout contre eux-mêmes. Leur victoire est celle de l'humanité, leur histoire sera peut-être la nôtre. Intéressant. C'est une petite pause, j'en fais une aussi et je reviens tout de suite. Et le voilà. On va continuer un petit peu avec les Français et puis après on va revenir encore aux auteurs anglophone. Maurice Leblanc, j'adore. Arsène Lupin, L'île aux 30 cercueils. J'adore Maurice Leblanc. J'adore Arsène Lupin. J'aime beaucoup. Nous sommes ici à pas loin de 300 pages, 284 pour être précise, aux éditions Livre de poche, format poche. Donc, 30 écueils menaçants cerne l'île de Sarek, Bretagne. Je m'excuse si vous entendez mon ventre gargouiller, je ne sais pas si je l'entendrai au montage, mais si c'est le cas et que je peux pas couper, et je m'excuse d'avance, il est l'heure de manger et je n'ai pas encore mangé. C'est pas grave, j'ai pas faim. Les habitants superstitieux l'appellent l'île aux 30 cercueils. Une légende les hante. 30 victimes doivent mourir en croix, dont 4 femmes. Véronique d'Ergemont, venue chercher son fils après 14 ans d'absence, a la désagréable surprise de voir ses initiales sur les bornes, sur les portes des chapelles et son visage sur un dessin de femme crucifiée. L'étrange atmosphère des légendes celtes, cette pierre-dieu qui donne mort ou vie. La prédiction sanglante, le monstrueux comte Vorsky, voilà de quoi frissonner d'angoisse et de terreur. Arsène Lupin, heureusement, et un petit chien nommé Tout va bien, sont là pour affronter la malédiction. Dans ce roman fantasque, le sens du suspense et de la mise en scène de Maurice Leblanc fait ressortir l'humour du dénouement. Génial, génial. On est encore sur l'humour noir au final. Et puis mon cher Pierre Bellemare. Ces deux-là, normalement, je les ai pas. Je suis trop contente. Je sais pas, je suis super contente à chaque fois que je le trouve. Donc, Pierre Bellemare, Jérôme Héquier, ils ont marché sur la tête. 450 faits divers inouïs
impayable et désopilant. Aux éditions Livre de Poche. Et nous sommes ici à 491 pages. À propos, je vous lis les livres de Pierre Bellemare, pas tous, mais la plupart, enfin la plupart. J'ai déjà commencé avec les dossiers d'Interpol, tome 1, et puis je vais voir si je continue avec les dossiers d'Interpol tome 2, ou je continue avec Curieux objets étranges histoires, je ne sais pas, je vais voir. Mais de toute façon, j'adore ces récits, j'adore ces histoires, et attention, je ne me prends absolument pas pour Pierre Bellemare, parce qu'il y en a qui me font des réflexions. J'adore juste lire ça et j'aime partager. Je trouve que c'est génial de lire ça la nuit, avoir peur avant de s'endormir, voir ces histoires un peu étranges, un peu dingues des fois, et des fois flippantes. Donc voilà, j'aime bien, c'est pour ça que je vous les lis à la lueur de la bougie. Je vous mets un fond d'écran, la bougie ou le feu de cheminée, et c'est très intéressant de lire ce type d'histoire comme ça, la nuit, doucement, dans une ambiance silencieuse. Voilà, c'est très intéressant, c'est très sympa. Donc, je vous lis la 4e. Ils ont marché sur la tête. Des années, nous traquons les faits divers. Ils sont souvent dramatiques, parfois monstrueux, mais le lecteur l'ignore. Tout autant délirants, voire plus haut comique. Nous vous proposons ici de rire des histoires vraies les plus folles, vécues par des héros bien involontaires. Voilà, donc c'est génial. Ensuite, le deuxième, un peu plus fin, Dossier secret, tome 1, de Pierre Bellemare et Jacques-Antoine. Souvent, il a coécrit avec Jacques-Antoine, beaucoup même. Donc des histoires curieuses, étranges, inexplicables, bizarres, à perdre la raison. Aussi, édition Livre de Poche. Celui-ci, il est tout petit, 275 pages. Bon, il n'est pas en super état, hein, mais bon, c'est Pierre Bellemare. Il y en avait encore 2, mais j'ai hésité de les prendre. Il y en avait un qui était au format broché, mais l'état vraiment pitoyable. Et je déteste les livres comme ça, aussi rigides qu'on n'arrive pas à les ouvrir, enfin les vieux formats là. Et puis il y en avait un autre livre de poche, mais j'ai pas du tout aimé l'état non plus. Prendre pour prendre, j'avais pas trop envie. On verra, peut-être un jour je découvrirai d'autres qui seront en meilleur état. Étranges, inexplicables, bizarres, tels sont les dossiers secrets que présentent Jacques-Antoine et Pierre Bellemare. Quand le cerveau humain est impuissant à comprendre, quand l'insolite fait irruption dans le quotidien, quand la magie se substitue au rationnel, alors s'ouvrent les dossiers secrets. Qui mieux que Pierre Bellemare pouvait traduire leur rythme haletant, leur atmosphère oppressante et l'originalité de leur mystère. Dossier secret, des histoires à perdre la raison. Ça, c'est souvent cette phrase qui est dite à la fin de ses bouquins. Et enfin, 2 derniers livres à des auteurs plutôt anglophones, donc autobiographie ici, Patrick Swayze et Lisa Niemi, Time of My Life, aux éditions Michel Lafon. J'adorais Patrick Swayze, c'était mon idole, je l'aimais tellement cet auteur, il était tellement beau, tellement talentueux, et tellement mauvaise fin de sa vie, dommage la santé. Alors ici, nous avons, bon, il est pas en super bon état, il est un peu coupé à la fin, mais bon, je vais peut-être le garder. 251 pages, c'est Dirty Dancing que j'ai adoré. J'adorais ce film, c'était un film. Et à dire que, normalement, à la place de bébé, il devait y avoir probablement, pouvait y avoir Sarah Jessica Parker. Ça aurait pu être aussi sympa. Mais je trouve elle a fait une bonne... cette actrice a fait vraiment un joli rôle. A bien joué son rôle. Donc, au cours de sa carrière... Mais qui c'est qui a écrit son... C'est lui-même qui a écrit autobiographie. Time of My Life. J'avais écrit quoi? Je sais pas ce que j'ai lu. Time of My Life. Ah oui, bah oui, c'est lui-même qui a écrit son... Bah oui, autobiographie, je suis bête. C'est lui-même. Traduit de l'anglais États-Unis par Pascal Loubet. Et donc, Lisa Niemi, c'est sa femme, je suppose, je crois. Je me rappelle pas comment elle s'appelait. Au cours de sa carrière d'acteur, Patrick Swayze a tout fait. Il perce dans la série télévisée Nord et Sud. Danse dans Stayin' Alive, aux côtés de John Travolta, s'impose au cinéma grâce à un film à petit budget qui deviendra culte, Dirty Dancing, qui ne devait pas voir le jour non plus, ce film, hein, parce que j'ai vu l'interview concernant ce film, l'interview de la productrice de ce film, de la scénariste. Il paraît que c'était hyper difficile de le faire, à tourner. Après, trouver les acteurs, c'était pas facile aussi. Enfin bon, il y avait plein de bâtons qui étaient mis dans les roues. Et en fin de compte, ce film a vu le jour. Et quelle entrée, quelle durée, quelle célébrité de ce film. Il est toujours très connu, toujours, on a toujours envie de le revoir. Cette danse à la fin, il paraît qu'il dansait avec ses genoux qui étaient pétés déjà, qui sautaient comme ça. C'est hallucinant, j'ai adoré ce film et cet acteur.
Et aussi dans le... comment elle s'appelait? Dans Ghost, oh là là, avec la femme de Bruce Willis, comment elle s'appelle? Demi Moore, oh là 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 là, ce film aussi. Et puis l'actrice qui jouait justement la voyante, comment elle s'appelle? Goody Goldberg, un truc comme ça. J'adore cette actrice, mon Dieu, je l'adore. Donc, aux côtés de Travolta, s'impose au cinéma grâce à un film à petit budget qui deviendra culte, donc Dirty Dancing, puis triomphe avec Ghost, Point Break et La Cité de la Joie. Lisa Niemi, son âme sœur depuis 39 ans, est réalisatrice et comédienne. Patrick Swayze et Lisa Niemi se sont rencontrés quand ils étaient adolescents. Ensemble, ils ont connu les hauts et les bas de la carrière de Patrick. La célébrité envahissante s'est démêlée avec l'alcool et l'ultime épreuve de son cancer qu'elle a terrassé en septembre 2009. Ils avaient commencé ce livre avant le drame, Lisa l'a terminé seule. Ce témoignage exceptionnel retrace le parcours phénoménal du comédien, raconte avec délicatesse les derniers instants de sa vie, le combat acharné. Je ne sais pas si je laisserai cette petite séquence dans la vidéo, mais en fait c'est difficile pour moi parce que cette putain de maladie, on la vit dans la famille. Et c'est pas toujours facile. Heureusement ça se passe bien, mais enfin bon, c'est là quand même. Parce que dès qu'on en parle, je me souviens de tout ce qu'on a traversé. Heureusement ça va mieux, mais enfin... On sait jamais sur quel pied danser. Moi aussi, j'ai passé un petit peu par là. J'ai été prise en charge à temps. Mais enfin bon, quand tu penses à tout ça, c'est chiant. Je suis désolée. Ça va passer, c'est pas pour faire des vues, hein. Pas du tout. Ça fait du bien des fois de pleurer. Putain, le maquillage, il va tout couler. Ah, c'est chiant. Bon, je finis, hein. Je sais pas comment je vais en parler après. Je pense que je suis aussi très fatiguée, en fait, c'est tout. Ah, putain, mais allez. Comme je vous ai dit le début de la vidéo, je suis très anxieuse ces derniers temps, et là je suis réveillée avec l'estomac noué. Ça fait quelques jours que je suis comme ça, c'est bizarre. Bon, ça va passer. En fait, la santé, c'est la seule chose qu'on a et qui n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Donc il faut en prendre soin. Putain, ça va jamais s'arrêter, c'est fou ça. Donc le combat acharné et lucide contre la maladie est la force de leur passion. Une formidable leçon d'espoir, de courage et d'amour. Voilà. Un beau livre, je pense très bouleversant. En fait, c'est surtout ces images derrière qui me bouleversent aussi. C'est très beau. Même eux, là devant, c'est trop beau. Beau couple. Bel homme. Putain, j'ai tout gâché. C'est quoi cette tête rouge maintenant? Il me reste un dernier livre, il aurait fallu que je lise l'autre à la fin. Bon, tant pis. Stephen King, Le Roi. Alors, je sais pas comment on dit ça, 22-11-63, donc je suppose que ça va parler de la mort de Kennedy. J'ai écouté récemment un avis de quelqu'un sur YouTube qui disait que c'était pas un livre de ouf, mais bon, je suis tombée dessus, je me suis dit, écoute, je vais essayer de le lire quand même. Peut-être pour elle, c'était pas ouf, pour moi, peut-être ça va me plaire, j'en sais rien. Voilà, c'est tout petit, c'est écrit vraiment tout petit, mais j'aime beaucoup comment il s'ouvre, il est tout léger. Je vais essayer de passer à autre chose, donc... Voilà, alors ici, je suis à fleur de peau, j'ai l'impression. 1043 pages, c'est un gros pavé, hein. Aux éditions Livre de Poche, voilà. 4e, donc imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer les cours de l'histoire. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy était assassiné à Dallas, à moins que... Jay Kipping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant. Empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner en 1958 à l'époque d'Elvis et de JFK, de Plymouth Fury et des Avery Brothers, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des happy days et du rock'n'roll. Écoutez, à découvrir, je ne sais pas si je vais apprécier. Après, je suis pas trop livre politique ni religieux, mais bon, peut-être que je vais quand même aimer, je ne sais pas. J'aime Stephen King, pas tout ce qu'il écrit. Le Fléau, par exemple, j'ai pas du tout aimé, mais peut-être que c'était pas le bon jour, je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait pas l'écouter en audio, peut-être qu'il fallait plutôt le lire. Je vous avoue que j'ai écouté une petite partie de tome 3 et de tome 1 et j'étais absolument pas emballée parce que encore une nouvelle fois, les livres sur la politique, la religion et la maladie, c'est pas du tout mon truc. Pourquoi t'achètes ça? Enfin bon, plutôt le
neutre. Avant celui-ci, c'est plus autobiographique, donc j'aime beaucoup cet auteur, je l'aime toujours, mais enfin bon voilà. Et Stephen King, oui, par exemple, Contes de fées, j'ai adoré ce livre, alors que ça parlait aussi de maladie, mais enfin, j'ai beaucoup aimé, hein. Ça dépend comment ça écrit. C'est pas pour rien qu'il s'appelle King à la fois, donc il écrit quand même très très bien, et tous les sujets ne sont pas les miens. Après là, j'ai encore en tête le livre Le journal de je ne sais plus qui c'était, mais c'était écrit par rapport à son journal, à cette personne, je me rappelle pas son nom, mais c'est un Italien, et qui racontait sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale dans un journal. Et donc je suis très déçue que je ne l'avais pas pris au final, parce qu'en fait il était cher, hein. C'était un livre quasi neuf, hein. Il était à 23,9 €, mais en fait quand tu arrives chez Delicache, tu t'attends pas à trouver un livre à moitié prix, quoi. Enfin, il était à 15-12 balles. Tu te dis non, mais vous avez tous les bouquins à 1 € qui dépassent pas 5 € des fois, et puis là t'as 13 ou 14 €, 15 €, je sais plus. Je me suis dit non, je vais pas le prendre, c'est cher. Et là j'y repense après au prix qu'il était là-bas, peut-être qu'il sera pas vendu rapidement, j'espère juste qu'il sera pas plus abîmé que ça, et peut-être un jour on y retournera, il y sera encore, et qui sait, peut-être que je pourrais m'en prendre à 3 plus 4, mais je prendrai que des chers cette fois-ci pour avoir une bonne petite remise, pas une petite remise de 99 centimes, je veux dire. Voilà, donc à voir. Écoutez, moi je suis très très heureuse de mes acquisitions, je suis très contente de tous ces sujets, malgré qu'il y ait quelques sujets sur la maladie et la politique. On est essentiellement ici sur tout ce qui est thriller, polar, Scandinavie, l'humour noir, un peu d'histoire, enfin même beaucoup d'histoire, et puis pas mal de biographie, autobiographie. Je suis très contente de ces bouquins, franchement. Juste que je lise plus rapidement. Si vous aviez vu tout ce que j'ai à côté à lire, mon Dieu. Mais regardez-moi tout ça, c'est pas beau? Si j'arrive à les prendre. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis une folle dingue des bouquins. Bon, maintenant il faut que je scanne tout ça dans mon application pour que je n'achète pas des doublons. Mais en fait, j'ai installé aussi la Booknode et Babelio, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas utiliser ces applications, je trouve ça... Bookshelf, je trouvais la simplicité, mais en fin de compte, en fait, vu que vous scannez des livres, vous scannez en fait par édition. À cause de ce Bookshelf, je peux en avoir plusieurs livres d'éditions différentes. Par exemple, je peux avoir, je sais pas moi, Pierre Bellemare au format poche, Pierre Bellemare au format broché, Pierre Bellemare au format relié, même titre, mais dans des formats différents, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai ce livre et quel format de ce bouquin, je m'en fous. Ça, je vais chercher après si je suis vraiment pointilleuse sur un des formats, sur un des auteurs. Chercher que ça. Lorsque je veux juste acheter un bouquin que je n'ai pas, et peu importe quel que soit son format, ça m'embête parce que ça endure à une erreur à chaque fois. Et j'ai tout le temps des doublons, voire de triplons, je sais pas si ça se dit, les triplés à chaque fois à la maison, et c'est très gênant. Enfin bon, voilà, je m'excuse d'avance, je m'excuse pour cette séquence un peu pleurnicheuse, mais oui, c'est un peu difficile. Là, j'ai encore du mal à respirer, ça passe pas, ça m'énerve parce que je me suis réveillée à 8 h avec cette boule au ventre, et c'est toujours là. Je vais essayer de me détendre en faisant des montages, en faisant mon petit tricot crochet, je n'en sais rien, en faisant quelque chose qui me détend le cerveau. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce grand book haul. Dites-moi quels sont vos auteurs préférés parmi ceux que je vous ai présentés. Quels sont les auteurs que vous avez lus ou que vous aimeriez lire, ou est-ce qu'il y a des livres que vous avez déjà lus parmi ceux que je vous ai présentés. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, de ne rien rater. Je vais essayer désormais de dire cette phrase à chaque début de ma vidéo parce que là, cette fois, j'ai oublié. Je vais essayer d'y penser. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.